Fait qu'une histoire de la scolarisation au Nunavik, mouvement de prise en charge locale par les Inuits. Piusirisimayangit ilineaneo Nunavimit songutiriat tisinit Inuit Nunalinginne. A History of Schooling in Nunavik Empowering Inuit Communities en 1950 à 1990. Fait que c'était un projet en place en collaboration avec Tukisivallearutitsanut par Naitit. Puis, ouais. Voilà. On peut prendre 2 minutes pour regarder l'image qui a été faite par Passamaniuk, dont on a parlé ce matin, qui est une autre artiste de Ivuivik que j'aime beaucoup. Donc, ça devrait être la couverture, faire partie de la couverture du livre à venir qui est en route. Donc, on est en 1960, une école avec un professeur qui sonne la cloche et les roulottes qui faisaient partie donc de leur décor à ce moment-là. Ouais. Puis qui est aussi la sœur biologique de Humak, fait que l'artiste, les artistes dans la famille, ça coule dans le sang. Ça y va pas que les flèches? C'est quoi? OK. Puis ça, c'est une autre donc photo de Passam, mais actuellement en 1940, les communautés aujourd'hui, donc on a l'école, l'autobus, donc quand on va à Ivuivik présentement, ça ressemble à ça. Fait que, en premier, on va parler du contexte, la formation, la recherche et le développement. En deuxième, ça va être le projet de recherche. En troisième, résultats historiographique. Et en quatrième, en dernier, la publication des résultats, partage de savoir scientifique. Fait que pour le contexte nordique, on a 14 communautés au Nunavik, puis la population est à peu près de 14 500, puis 32% moins de 15 ans. Fait que ça, c'est les jeunes avec qui on travaille en tant qu'enseignants. Ivuivik, il y a à peu près 470 habitants, puis à Puvurnituk, il y en a à peu près 1900 habitants. L'histoire est peu connue, puis est transmise oralement, fait qu'il n'y a pas beaucoup de matériel qui explique notre histoire, donc c'est vraiment plus à l'oral, de bouche à oreille. Puis, c'est riche en traditions nomades. Puis, donc c'est ça, nous on travaille donc avec Puvurnituk Ivuivik. Nous, on est de l'UQAP, puis on est souvent à Montréal pour des événements comme présentement, donc on a l'habitude de se promener beaucoup. Fait que pour le contexte scolaire nordique, en 1940, l'école était absente, donc il n'y avait pas d'école. Puis en 1960, la scolarisation était obligatoire. En 1949 jusqu'à 1978, c'était des écoles fédérales qui étaient en charge du Nunavik. Puis les écoles provinciales étaient en charge à partir de 1963 jusqu'à 1978. Puis en 1975, c'était la CBGNQ, qui est... la Convention de la baie James et du Nord du Québec. Oui. En anglais, c'est différent. Les BNQA. Oui. Fait que, ouais. Fait que je l'écris en français. Fait que ça se peut que vous le connaissez plus avec GBNQA, là. On le dit plus en anglais qu'en français. Puis, ouais, la fréquentation scolaire était obligatoire, puis ça donnait des conséquences à l'organisation des Inuits, puis, ouais. Des familles. Des familles, toute notre culture. Ouais. Donc, on travaille à l'UQAT avec Ivuivik et Puvurnituk parce que ce sont les communautés dissidentes à la Convention de la baie James et du Nord du Québec. Étant donné que ces communautés-là ont refusé de signer la Convention, ils ont aussi refusé les institutions qui en découlaient et ont refusé d'intégrer la commission scolaire Kativik lorsqu'elle a été mise sur pied en 1978. Ils avaient, dans leur communauté, commencé à travailler avec le gouvernement
québécois. À l'introduction, donc, de l'Inuktitut dans les classes, il y avait, les comités de parents étaient très actifs et ils voulaient poursuivre leur projet basé sur les besoins communautaires et refusaient donc d'avoir une structure extérieure qui arrivait chez eux. Donc, ça a créé beaucoup de tensions entre cette commission scolaire-là et les deux communautés qui se sont formées un IPWIT, qui est un Ivuivik Povontuk comité d'école. Les deux comités des écoles de ces communautés-là se sont mis ensemble et ont entrepris donc leur démarche pour ne pas intégrer la commission scolaire. Et c'est en grande partie donc le sujet de l'étude qui a été menée. À partir du moment où ils ont réussi à obtenir une entente avec la commission scolaire Kativik, ils sont partis à la recherche d'une université pour la formation des maîtres et pour les aider aussi à structurer leur projet de scolarisation. Donc, l'ensemble des écoles du nord du Québec ont leur teacher training avec McGill, sauf Ivuivik et Povontuk qui ont leur teacher training avec l'UQAT à cause de ça. Les Inuits sont venus voir l'UQAT parce que c'est une petite université qui avait de l'expérience de travail dans un terrain élargi avec des petites communautés. C'était une petite université et c'était une université francophone. Et les Inuits ont considéré que c'était une bonne idée que ce soit la langue seconde de tout le monde, l'anglais. Donc, ça nous a forcés. l'UQAT, nos prédécesseurs, a travaillé fort pour parler en anglais et nos collègues sont meilleurs en anglais que nous en général. Donc, mais c'est la langue seconde de nos partenaires aussi. Donc, on est forcé tout le monde de parler tranquillement, de prendre notre temps et de prendre le temps d'écouter pour pouvoir s'organiser. Donc, on travaille dans ce contexte trilingue et biculturel-là. Et les Inuits ont imposé dès 1984 une co-gestion des programmes. C'était une condition. Ils venaient de dire non aux écoles de Kativik. Ils n'allaient pas laisser l'UQAT gérer leur histoire. Donc, c'était vraiment une condition essentielle, la co-gestion. Et depuis, donc, 1984 jusqu'à aujourd'hui, on est en co-gestion une fois par mois à distance, au moins 2 fois par année en présence. Et on a beaucoup de projets ensemble. La double finalité de l'école qui a été demandée en 1984, c'était de s'assurer que les enfants allaient conserver leur langue et leur culture à travers les écoles, mais aussi qu'ils allaient développer leurs compétences pour bien vivre dans la société contemporaine qui était en construction à ce moment-là. Les transformations étaient énormes, majeures et très, très, très importantes. Donc, l'école comme outil de développement, là, ça devenait très intéressant pour les jeunes qui allaient peut-être choisir d'aller se promener. Cette recherche-là, elle est l'origine de 2010, en fait. Lorsque moi, j'ai intégré comme agente de recherche en 2009 la formation des maîtres, j'ai été engagée donc à l'URVDEMA comme agente de recherche et donc je faisais partie du co-management à partir de ce moment-là. J'organisais les voyages des profs au Nord, les graduations des étudiants, tous ces trucs-là. Et Elisapi Witangak et Tili Alachouak à ce moment-là, on dit, nous, ça nous prend une recherche qui va s'adresser aux nouveaux enseignants qui arrivent, tant les Ralunat que les Blancs, et qui ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne comprennent pas pourquoi on va avec l'UQAT pour le teacher training. Ils ne comprennent pas comment c'est organisé les écoles ici. Ils arrivent ici et tout est compliqué, tant pour les jeunes Inuits que pour les... Donc, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Un forum, un livre, une recherche. Donc, on a essayé toutes sortes de trucs jusqu'à ce que il soit dit, ça va prendre une recherche sérieuse, ça va prendre des entrevues sérieuses, ça va prendre quelque chose. Donc, Véronique, elle pourrait faire ça. Elle a étudié en histoire, elle serait bonne. Fait que j'avais à ce moment-là donc un projet de doctorat qui venait de naître et que j'ai mené jusqu'à aujourd'hui. Sauf que cette thèse de doctorat-là, elle visait donc, ça a été parfait pour moi, là, ça s'est bien fait, ça s'est fait en collaboration, ça m'a donné un diplôme, ça m'a même donné un emploi, mais c'était au départ fait
pour les Inuits. C'est une demande de la communauté, donc il fallait que je trouve un moyen de retourner les résultats dans les communautés. Et même si on travaille en collaboration, c'est pas évident de retourner les résultats aux communautés. Donc, c'est le travail que j'ai entrepris par la suite. C'est bon, ça. Donc, qu'est-ce qui a été découvert à travers la thèse? Le titre de la thèse, le livre va être une histoire de l'éducation nunavik, mais le titre de la thèse, c'est l'implantation de l'institution scolaire dans les communautés d'Ivuivik et de Povuntuk pour une prise en charge locale. L'idée, c'était de comprendre les circonstances et de dégager les principaux éléments contextuels qui ont mené à la mise sur pied et au développement du projet d'école communautaire à Ivuivik et à Povuntuk entre 50 et 90. Donc, on voulait savoir quel était le chemin parcouru par les acteurs impliqués, acteurs qui devenaient de plus en plus vieux et qui disparaissaient là, rapidement. Comprendre comment les Inuits ont résisté à l'implantation d'une institution scolaire qui arrivait de l'extérieur et comment ils ont organisé cette prise en charge locale. Donc, j'ai fait des entrevues avec 14 aînés des communautés. Et j'ai fait des recherches en archives. Il y avait, entre autres, une boîte à Ivuivik que CIA m'a remise, dans laquelle il y avait beaucoup de documents qui ne se retrouvent nulle part ailleurs. On a pu en faire la lecture ensemble. Beaucoup de documents en Inuktitut aussi sur cette histoire-là. Et CIA me disait qu'elle avait conservé précieusement ces documents historiques-là, qu'il y avait beaucoup de monde, de chercheurs d'un peu partout qui étaient passés puis qui avaient voulu repartir avec la boîte, là. Et donc, je me sentais bien privilégiée d'avoir accès à ces archives-là. Beaucoup de trucs à l'UQAT aussi, beaucoup de papiers à l'UQAT et un peu d'éléments donc aux Archives nationales de Québec et de Montréal. J'ai fait un cadre conceptuel qui avait comme concept de base la résistance, donc comment les Inuits ont résisté à l'implantation d'une institution qui ne leur ressemblait pas. Donc, comment ils ont tenté d'adapter cette institution-là pour y intégrer leur code, leur culture, leur langue et comment ils ont mené cette bataille-là. En gros, on en a parlé déjà, puis on l'a dit rapidement, donc je vais passer quand même rapidement, mais on parle donc, il faudra aller lire la thèse pour avoir tous les détails, ou le livre à venir. Donc, non-résistance jusqu'en 1958 parce que les écoles étaient volontaires. Donc, les parents envoyaient les enfants à l'école s'ils le désiraient. C'est l'époque de l'introduction de l'écriture syllabique. Et donc, une période où l'éducation se fait sans résistance, mais il y en a très peu. Une résistance passive avec les écoles fédérales. Les Inuits s'étaient fait dire que ce serait bon pour leurs enfants. Ils ont accepté d'aller voir ça, tu sais, d'envoyer leurs enfants là jusqu'à un certain point en n'étant pas certain que c'était la bonne idée, mais en résistant de façon passive, un peu par manque de compréhension de qu'est-ce qu'est cette boîte dans laquelle on envoie nos enfants à longueur de journée où il y a des Blancs qui leur parlent en avant de la classe. Donc, on était en période de compréhension. Lorsque les écoles provinciales vont arriver dans le contexte de la Révolution tranquille, c'est donc l'introduction des comités de parents, de la scolarisation en Inuktitut, de la formation des maîtres et de la création d'outils pédagogiques. Donc, à partir de ce moment-là, les Inuits ont vu une très, très belle opportunité de prendre du contrôle donc sur l'école. Et donc, je parle ici de résistance active. Donc, ils ont entrepris de travailler sur l'introduction de leur culture dans l'école. Et là, à partir de 1975, on parle de résistance participative tant de Kativik que de Ivuivik et Povuntuk qui ont dit là l'école jusqu'en 3e année en Inuktitut. Donc, on transforme de l'intérieur donc cette institution-là qui prend une place énorme dans les communautés désormais.
Alors là, je me ramasse avec une belle thèse qui est dans la bibliothèque de l'UQAM, qui fait 400 pages en français. Mes collègues sont surtout anglophones. Ceux qui ont demandé la recherche sont surtout anglophones. Alors, j'ai entrepris des démarches pour pouvoir publier. Avec Tukisi, on est allé chercher une subvention de la Société du Plan Nord. Et on a été chercher la subvention pour, de façon plus large, pas seulement pour le livre, pour dire qu'il faut développer et mettre en œuvre des stratégies de partage des savoirs. Donc, M. Rodon vient de le dire, la recherche se fait de façon collaborative, vraiment de plus en plus, puis c'est incontournable maintenant. Mais le retour des résultats dans les communautés est toujours pas bien établi et efficace pour toutes les recherches. Donc, on essaie de développer quelque chose qui irait dans ce sens-là. Le livre, donc, on a traduit en anglais, la version francophone. Elle a été révisée et réduite. Il y a eu une présentation de la version courte aux participants, aux 14 personnes qui ont été interviewées, à qui j'ai dit, bon, ben, on pourrait publier. Bref, j'ai discuté avec eux de la formule et on s'est entendu sur un livre trilingue. C'était l'idée qui est ressortie de tout ça. Donc, la version courte a été traduite en Inuktitut. J'ai réussi à avoir une réponse de M. Chartier après plusieurs demandes. Et finalement, donc, on s'est entendu. Il y a une révision linguistique des 3 versions. On a une préface de Johnny Maniuk, qui est le frère de Roumac, le grand-père d'Elisapi. Tout le monde est bien relié. Les peintures de Passa. L'intégration des photos, on est là-dedans, là. Donc, l'ensemble du livre est maintenant prêt. On est aussi dans les sessions de droit, donc ça me prend les signatures de tout le monde. Et donc, là, on est à la révision finale. Donc, dans quelques mois, semaines, ça devrait sortir. Autre élément, donc, pour la diffusion des résultats dans les communautés. Fait qu'on a une équipe de matériel pédagogique, puis on a travaillé sur un livre qui est présentement en anglais, qu'on va traduire en français et en Inuktitut, en univers social. C'est un cahier, toutes les maps, on les a pris de Avatak. Attends, on va vous montrer ça. Fait que toutes les maps, c'est de l'organisation Avatak. Puis, le livre est en lien avec les compétences du ministère. Ça va être dans les 3 langues. Puis, c'est adapté au contexte des élèves. Puis, toutes les arts dans ce cahier sont faites par Roumac et Passa Maniuk. On a un exemple dans la prochaine page. Oui. Ça, c'est Roumac. Ça, c'est Passa qui ont fait les œuvres. Oui, fait que c'est un projet qui a été fait en prenant, on a pris notre temps, vraiment réfléchir, consulter aux Inuits si c'est vraiment en contexte avec notre culture. Fait que c'est vraiment bien travaillé, puis... On espère que ça sera utile à partir de l'année prochaine dans les classes de 3e année en anglais, en français et en Inuktitut pour que les profs travaillent ensemble. C'est l'année de la transition, donc ça pourrait être intéressant. C'est ça. Puis ça, c'est c'est nos gradués. Oui. L'année passée, il y a 12 étudiantes de l'UQAD qui ont gradué. Puis ça, c'est la photo. C'est ça. On gradue. C'est une superbe cohorte, mais il y a eu la COVID, donc il n'y avait pas eu de graduation depuis comme 3 ans. Fait qu'on se ramasse, on a eu un beau party. Puis la fille de Roumac qui est là-dedans. C'est ça. Oui. Roumac, c'est... Oui, c'est ça. Et voilà. Ah, et revient, c'est Elisapi. Ah, mais oui. Ah, là, ouais. Attends. Bon, pas grave. Tiens. Et c'est Elisapi ici qui est à l'origine de cette demande de recherche historique. Puis elle, c'est Passa, l'artiste qui a aussi travaillé sur le matériel. Et où Passa? Ah oui. Oui, ouais, c'est ça. Et bon.